Voici l'antre où pourrait bien se préparer la prochaine pandémie. C'est l'hypothèse formulée par un groupe de chercheurs qui viennent de revenir de mission dans le parc national du Niokolo-Koba au Sénégal. En plaçant de multiples caméras devant cette terrier, l'équipe du professeur Cédric Vermeulen est parvenue à filmer les animaux qui s'y côtoient. Et ce que les vidéos leur ont révélé n'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'humanité. J'ai voulu comprendre et suis donc parti à la rencontre du professeur. Il nous raconte. Nous sommes au Sénégal et nous sommes dans un immense paysage de savane arbustive et boisée et de forêts sèches. Et donc, on est dans un écosystème qui est relativement aride, 6, 7, 8 mois par an, puis quelques mois par an, la pluie tombe dessus et alors il reverdit magnifiquement. Ce sont des écosystèmes où, quand on se promène, eh bien, on est d'abord dans la savane, et puis on est dans la savane arbustive, arborée, et puis en fait, on voit de moins en moins loin. Et donc, c'est des écosystèmes qui sont quand même relativement denses par endroits. En pleine saison sèche, il fait 40 degrés à l'ombre. Donc, on se lève tôt le matin pour travailler parce que entre 11h, midi et 3-4 heures de l'après-midi, on suffoque à l'ombre et on attend que ça passe, quoi. C'est un endroit qui est un peu hostile. Je veux dire, quand on n'a pas d'eau, eh bien, on a très vite soif. On peut très vite se dessécher. Et il faut être très prudent parce qu'il faut toujours avoir pas trop loin un véhicule pour pouvoir rentrer et des réserves d'eau parce que c'est pas un désert, mais c'est quand même déjà un endroit très très sec. Alors, ce sont des écosystèmes qui sont irrigués par des belles grandes rivières, mais qui sont à écoulement qu'on dit torrentiel, c'est-à-dire qu'en saison des pluies, c'est des énormes fleuves, et puis en saison sèche, il ne reste plus que quelques petites mares où les animaux sauvages viennent s'abreuver. Car oui, dans cet écosystème luxuriant qui alterne les périodes de grande sécheresse et les saisons de pluie, s'épanouit une faune abondante et très diversifiée. On croise des hippopotames. Les derniers lions d'Afrique de l'Ouest se trouvent là, très menacés. Il y a une petite population au Niokolo-Koba. Les derniers lycaons, le chien sauvage, se trouvent là-bas. On a toutes sortes d'espèces d'antilopes. Des antilopes un peu plus classiques, comme le waterbuck, le cob des Fassa, comme on dit, et le guibarnaché, une magnifique petite antilope mouchetée de blanc. On croise le léopard, on peut croiser des hyènes, on croise le ratel, qui est une sorte d'incroyable animal noir et blanc comme ça, une sorte de très gros blaireau, de très mauvaise humeur tout le temps, combatif et qui n'a peur de personne. Lion, léopard, ratel. Autant vous ne voudriez pas faire face à ces redoutables prédateurs, autant ils ne sont pas au cœur de notre histoire, qui ne se déroule pas en surface, mais bien sous terre. Car quand le soleil tape, elles sont nombreuses, les espèces animales de ces savanes à se réfugier dans l'ombre fraîche des terriers creusés par les oryctéropes. Et c'est là que les choses se compliquent. Dans ces écosystèmes extrêmement secs, extrêmement arides, et qui sont en plus parfois parcourus par le feu, les animaux, ils ont besoin de trouver refuge. Et un des systèmes qu'ils ont réussi à trouver pour trouver refuge, c'est d'utiliser des terriers. Alors, comment ça se fait qu'il y a des terriers au milieu de ces savanes arbustives et arborées? Parce qu'il y a un animal incroyable, extraordinaire, un animal qui a des espèces de grandes oreilles de lapin, un nez de cochon, un gros corps allongé avec une longue queue. Il est grand comme ça et il s'appelle l'oryctérope. Et c'est un animal dont il n'existe aucun équivalent. Et c'est cette espèce d'énorme animal qui ne sort que de nuit et qu'on voit très très peu souvent. Il se nourrit de termites. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un terrier à entrées multiples pour se réfugier, et puis il en sort la nuit, et là, il va éventrer des termitières pour se nourrir de termites. Voilà, l'oryctérope, creuseur principal. Et puis, on a des creuseurs secondaires. Donc, le phacochère, il n'est pas vraiment capable de creuser son propre terrier, mais il aime bien élargir ceux de l'oryctérope et rentrer dedans. Et puis, on a le porc-épic, qui, avec ses 1000 piquants, là, c'est un creuseur aussi. Il sait creuser un petit peu les terriers. On va avoir ces ingénieurs qui sont là pour creuser, et principalement l'oryctérope. Et puis, on va avoir toute une bande de squatteurs. La bande de squatteurs, c'est tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vont profiter de ces terriers. Alors quand je dis profiter, c'est parce qu'il y en a qui vont carrément y rentrer et utiliser
le terrier de l'Oryctérope, que l'Oryctérope soit dedans ou non, parce que l'Oryctérope, il change très souvent d'endroit. Donc parfois, il creuse le terrier, il y reste 2 jours, 2 nuits, et puis il va ailleurs, et puis 10 jours après, il revient. Et en fait, il croise du coup d'autres animaux qui, entre-temps, sont allés dedans. Et puis, il y a des animaux que les terriers attirent terriblement, parce que, en fait, eh bien, il fait frais dans ces terriers. Et donc, tous ces animaux, ils cherchent refuge parce qu'il y fait beaucoup plus frais. Il y fait aussi plus humide, une humidité relative qui est plus importante qu'à l'extérieur, où il fait très sec en saison sèche. Et du coup, il y a des insectes qui se réfugient à l'entrée de ces terriers et dedans. Et donc, il y a des tas d'animaux qui vont venir chercher ces insectes, notamment des oiseaux. Donc, on a des oiseaux qui rentrent dans les terriers. On a des mangoustes qui viennent picorer soit des insectes, soit des tiques. Parce que tout ce beau monde qui se croise, eh bien, se balade avec son lot de parasites, dont des tiques, dont des puces. On a des creuseurs principaux, des squatteurs. Ces squatteurs sont étonnamment variés, hein, parce qu'on va avoir des ratels, on a des vidéos avec un python, un ou deux pythons qui rentrent dedans. On a des magnifiques vidéos avec des bébés léopards. On a des genettes, des civettes, donc toutes sortes de petits carnivores qui rentrent là-dedans. Puis on a des tas de vidéos avec des tas de chauves-souris. Parce qu'il y a des chauves-souris spécialisées qui, au lieu de dormir dans des grottes ou dans des arbres, eh bien, elles dorment dans les terriers. Et donc, on a ces chauves-souris qui rentrent, qui sortent aussi de ces terriers, parfois avec des situations hallucinantes où on a un porc-épic à l'entrée avec tous ses pics et des chauves-souris qui essayent de rentrer et qui n'y arrivent pas, qui volettent, qui attendent de pouvoir rentrer et qui ont bien raison d'être prudentes si elles ne veulent pas finir épinglées sur le dos du porc-épic. Donc c'est extrêmement surprenant de voir à quel point ces terriers sont occupés, à quel point ils sont fréquentés et à quel point il y a une diversité d'animaux incroyables qui profitent de ces terriers. L'Oryctérope creuse donc des terriers qui servent de refuge à quantité d'espèces animales. En soi, la découverte de l'équipe du professeur Vermeulen est déjà intéressante d'un point de vue écologique. Mais vous vous demandez certainement pourquoi ces chercheurs avancent que ces terriers sont en réalité de véritables bombes à retardement, pouvant devenir dans un futur proche des foyers de futures zoonoses. Figurez-vous qu'au Nyoko Lodge, qui est une structure privée qui accueille nos recherches, là-bas au cœur du parc national du Nyoko-Lokoba, c'est un lodge qui est dédié aux naturalistes et qui accueille gratuitement les chercheurs de Jean Blou. Là-bas, il y a un phénomène incroyable, c'est que tous les soirs, on s'assied comme je suis assis et à peu près à 10 mètres, on peut observer extrêmement facilement 4 ou 5 de ces mésocarnivores, ces carnivores moyens qui viennent se balader tous les soirs. C'est vraiment incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que la première fois qu'on est arrivé au Nyoko Lodge avec une étudiante, eh bien, on était là pour faire un inventaire de faune classique. Donc on avait disposé nos caméras en transect, en ligne. Et puis il restait quelques caméras et ça faisait longtemps que ça me chiffonnait parce que j'étais très curieux de savoir ce qu'il y avait dans ces terriers. Et en fait, du coup, j'ai dit à l'étudiante, tiens, les 5 dernières caméras, mets-les un peu devant des terriers, une dizaine de jours qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Et ça a été incroyable. C'était fabuleux. Donc on était extrêmement surpris. Et donc là, l'idée, c'était de surveiller des terriers, de jour comme de nuit, avec des caméras trappes de bonne qualité, sélectionnées et disposées pour pouvoir aussi enregistrer ce qui se passe la nuit. Et on a commencé à voir défiler tous ces animaux, la diversité de ces animaux, l'intensité, la fréquence, c'est-à-dire qu'il y a des tas d'animaux qui rentrent, qui sortent toute la nuit. Et puis, on a commencé à se dire, tiens, mais s'il y a autant d'animaux qui se croisent, il y a peut-être aussi leurs parasites. Et s'ils échangent des parasites comme des tiques et des puces, peut-être qu'ils s'échangent les maladies. En fait, peut-être que ces animaux sont porteurs de maladies, de pathogènes, et peut-être qu'ils se les échangent joyeusement au fond du terrier. On ne sait pas très bien comment, parce qu'il est très difficile de savoir ce qui se passe dans les terriers. Et en plus, on ne sait jamais quand un animal rentre, il ne sort pas toujours par cette entrée-sortie-là. Il utilise parfois une autre, ce que nous on appelle les gueules de terrier. Donc, il utilise une gueule, et peut-être qu'il va sortir de l'autre côté. S'il y a des pathogènes qui se transmettent, peut-être qu'au sein de ces pathogènes, au sein de ces maladies, il y a peut-être les fameuses zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui se transmettent à l'homme. On a commencé à voir que sur nos vidéos, on avait des primates, des singes. Alors, les singes ne sont pas réputés pour utiliser des terriers. Enfin, les singes, en principe, ne rentrent pas dans le sol. Ça avait été déjà un tout petit peu documenté pour quelques babouins, mais là, on a commencé à voir que les singes entraient dans ces terriers. Quand je dis entrer, ils disparaissent. On voit la vidéo.
le babouin disparaît entièrement dedans. Et puis les vervets aussi, ils viennent à l'entrée, etc. Là, bon, bah, on a commencé à se dire, bon, on a les chauves-souris, les primates, donc les babouins et les petits singes vervets, et puis on a les carnivores, puis on a des rongeurs, parce qu'il y a plein de rats là-dedans et de souris. Et en fait, on a le panel des animaux qui ont le plus de zoonoses, donc le plus de maladies transmissibles à l'homme. Voilà, c'est dit. Les terriers des Oryctéropes ont donc des fonctions écologiques formidables, fournissant abri et fraîcheur à quantité d'espèces animales. Mais ils sont donc aussi des lieux de transmission de parasites. Des parasites qui peuvent être transmis aux humains. Le lodge dont parlait le professeur Vermeulen n'est finalement qu'un exemple parmi tant d'autres d'interface entre cette faune sauvage et les humains que vous croiserez peut-être demain à leur retour de voyage. Il nous explique. Mais là où on a commencé à vraiment s'inquiéter, c'est que quand on rentre dans les camps touristes, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des petits singes vervets. Et puis vous voyez des babouins en arrière-plan et juste à côté, des phacochères. Et en fait, vous voyez 3 espèces qui rentrent tout le temps dans les terriers. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, les phacochères essayent de venir manger les restants de nourriture et fouillent dans les poubelles. Et les vervets, eh bien, la grande attraction là-bas, c'est qu'on prend le thé tous ensemble et puis on a des biscuits. Et puis tous les vervets arrivent, vous entourent. Nous, on est en rond et les vervets se mettent en rond tout autour. Et puis les vervets mendient des petits biscuits et les pisteurs et les touristes s'amusent à leur donner. Les vervets sautent sur la table où on est en train de manger, rentrent dans les cases. Il y a des préaux, enfin pas des préaux, mais donc il y a des cases ouvertes, des grandes cases ouvertes où on mange tous au restaurant. Mais les vervets sont dedans et puis ils sont dans le campement et puis ils sont dans les douches parce que c'est des douches ouvertes. Évidemment, il fait beau alors. C'est agréable de prendre sa douche avec le ciel bleu au-dessus. Mais du coup, les vervets rentrent et font des petits pipis et des petits caca dans tout le camp. Et puis, les phacochères sont pas en reste quand ils mangent pas un peu les crottes des autres. Et puis, les babouins à l'arrière, dès qu'il y a un peu moins de monde, ils se rapprochent. Et donc là, on s'est dit, ah oui, ok, en fait, on a les animaux les plus susceptibles d'avoir des maladies transmissibles à l'homme qui se croisent joyeusement dans les terriers et puis après qui potentiellement viennent se balader dans les camps touristes et sont non seulement en interaction avec les pisteurs qui vivent là toute l'année, avec leurs familles et leurs enfants, donc aussi avec des petits-enfants qui sont moins prudents et qui portent leurs doigts à la bouche, etc. Et puis des touristes qui arrivent de la capitale, Dakar, qui viennent passer 1-2 nuits, qui ensuite retournent à la capitale et qui, 3 jours après, sont à Bruxelles, Paris ou New York. Il n'en fallait pas plus pour que l'hypothèse posée en début de cette vidéo soit formulée clairement par l'écologue. On a là quand même une sorte de chaîne potentielle, on n'a pas dit qu'elle est avérée, on a quand même une chaîne potentielle de transmission entre les terriers qui deviennent du coup peut-être des hotspots de zoonoses, de maladies transmissibles à l'homme, et des camps touristes où tout le monde se fréquente en toute allégresse. Notre étude, c'est ça qu'elle fait. Elle essaye de partir de qui rentre et sort dans les terriers, à quelle fréquence, et puis est-ce qu'il y a des maladies finalement, est-ce qu'il y a des maladies qui seraient dans ces terriers et qui pourraient se transmettre? Alors comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des maladies? Parce qu'on ne va pas capturer les animaux, on est dans un parc national et l'idée n'est pas de faire de la recherche invasive, mais plutôt d'essayer de laisser les animaux tranquilles. C'est le grand avantage des caméras trappes, on ne capture pas d'animaux, on ne les immobilise pas, on ne les traumatise pas. Et là on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait savoir? D'une part, on peut étudier les fécès, les cacas, pour voir s'il y a des parasites dedans, s'il y a des bactéries. Et d'autre part, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas étudier les parasites eux-mêmes, et notamment les tiques? Pourquoi les tiques? Parce qu'elles sucent le sang. J'ai forcément demandé aux spécialistes comment on étudie les parasites qui s'échangent dans ces terriers. Et vous allez voir que les bio-ingénieurs qui travaillent à ses côtés ont fait preuve d'une certaine inventivité pour aller les collecter. Mais comment est-ce qu'on peut prélever des tiques? Alors là, on a l'ingéniosité de nos étudiants. D'une part, on a commencé à tamiser le sable tout autour. Donc on récolte doucement le sable à l'entrée des terriers, on tamise et en fait on trouve les tiques dedans qui sont réfugiés là et qui attendent un animal de passage. Et d'autre part, un système très ingénieux de bouillotte. Donc on met une bouillotte et on met dedans de l'eau à la température d'un corps d'animal, 37, 38, ça dépend de l'animal, avec une espèce de petite doudoune de doudou pour enfants, comme ça, c'est un peu curieux. Et puis, on met la bouillotte dessus, et puis les tiques viennent, elles pensent que c'est un animal, et elles viennent dessus, il faut laisser 10 minutes, et puis voilà, on récolte la bouillotte. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va analyser tout ça. On envoie les crottes et les tiques au laboratoire. J'ai à peine osé poser ma question suivante.
mais il fallait que je le fasse. Quelles sont les maladies que vous avez ainsi découvertes? Et là, on a quand même trouvé aussi quelques maladies inquiétantes et de manière assez curieuse, des formes de syphilis, qui est une maladie vénérienne, hein, donc sexuellement transmissible et qu'on retrouve dans ces terriers et puis qu'on potentiellement peut être transmise à l'homme. C'est un petit peu ça le grand enjeu au niveau des zoonoses, donc de ces maladies transmissibles à l'homme, c'est que soit c'est la maladie elle-même directement transmissible, hein, c'est la rage qui peut se retrouver chez les renards en Belgique, et puis le renard mord quelqu'un et la maladie est directement transmissible, ou bien ce sont les fameux variants, c'est-à-dire des formes qui en principe sont réservées entre guillemets aux animaux et puis qui finissent par se transmettre à l'humain parce que les contacts sont plus fréquents et que à un moment ça passe chez un humain. Et alors vous savez que là, un seul être humain peut en souffrir, ce qui est déjà un problème, mais après l'étape suivante c'est que la maladie évolue dans le corps de cet humain ou de plusieurs humains et alors du coup elle devient transmissible maintenant entre humains. Donc c'est une hypothèse qui vaut la peine d'être formulée. On ne va pas revenir sur ce vaste sujet du Covid, mais on rappelle qu'il s'agit d'un virus d'origine animale qui a fini par être transmis à un être humain et qui s'est ensuite propagé d'humain à humain très rapidement. Je laisse Cédric Vermeulen continuer de nous décrire les maladies que l'on risque de retrouver dans ces terriers. Première grande alerte éventuelle, les chauves-souris. On sait que le virus Ebola, qui est une fièvre hémorragique très dangereuse, eh bien les chauves-souris en sont porteurs saines, c'est des porteurs sains. Donc ils peuvent héberger le virus Ebola et ne pas en souffrir, mais le transmettre. Quand elle émerge, elle flambe, comme on dit. Donc il y a soudainement 1, 2, 3 villages où tout le monde meurt et puis elle disparaît. C'est une maladie prise très au sérieux par l'OMS parce que potentiellement capable de se propager. Et puis les chauves-souris, il n'y a pas qu'Ebola, il y a d'autres maladies qu'elles hébergent. Et donc c'est évidemment lié à chaque espèce. Ce sont des espèces de chauves-souris peu connues qui sont dans les terriers, dont on sait peu sur l'écologie, mais dont on sait peu sur les maladies qu'éventuellement elles trimballent, si je puis m'exprimer ainsi. À l'heure actuelle, on a une fièvre qui s'appelle la fièvre de Lassa, qui se répand, qui touche les êtres humains et qui a pour origine les rats d'égout. Et donc là, on a directement une zoonose qui est en train de faire des ravages. À part ces aspects-là, il y a toujours le danger de la rage qui reste quand même dangereux dans des campagnes comme le Sénégal, hein, parce que de nouveau, il faut voir les interfaces où on se trouve. Là, nous, on est au cœur du parc. Mais ce parc a une périphérie. Dans cette périphérie, il y a des villageois qui vivent autour et ces villageois, ils ont des bœufs, ils ont parfois, c'est rare, des cochons et puis ils ont des chiens. Et donc, les potentialités de transmission d'animaux sauvages à des animaux domestiques, puis des animaux domestiques aux hommes, potentiellement, il y a toujours des risques. Et c'est parce qu'on connaît mal les origines et les endroits où les maladies peuvent se croiser, c'est parce qu'on les documente mal que soudainement on peut être surpris. Et donc, c'est ça notre contribution. Nous, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes de la santé animale, on n'est pas des vétérinaires. Nous, quel est notre apport d'ingénieurs forestiers, c'est de dire, voilà, nous on peut étudier le volet santé de l'écosystème et dans la santé de l'écosystème, faites attention, il y a des terriers. Les terriers ont une fonction écologique formidable, hein, les animaux s'y réfugient, ils trouvent des conditions de température agréables, d'humidité, ils peuvent s'y reposer. En retour, entre guillemets, plus on se croise, plus il y a d'espèces qui se croisent dans les terriers, plus il y a des risques de transmission de maladies. À la limite, si ça ne regarde que les animaux, mais sauf que ces maladies sont transmissibles éventuellement au bétail et éventuellement à l'homme pour une partie d'entre elles. Et elles ne sont transmissibles que s'il y a des interfaces de contact. Mais ces interfaces de contact, elles existent. Elles existent dans le parc avec les pisteurs et les touristes, dans les campements, et elles existent en périphérie avec des villageois qui vivent en interaction avec la nature de manière beaucoup plus proche que nous. À ce stade, je suis convaincu par leurs arguments. Les maladies existent, les parasites qui les transmettent aussi, tout comme les espèces de mammifères hôtes qui les accueillent. Les terriers constituent des plaques tournantes où ces parasites sont échangés entre espèces animales non humaines. Et enfin, les sites touristiques du parc servent d'interface entre les humains et la faune sauvage. La chaîne de transmission existe bel et bien. Le risque est donc significatif. Alors j'ai eu envie de poser comme dernière question aux spécialistes, qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'on connaît ce risque? Alors, qu'est-ce qu'on fait? En gros, la principale chose qui est à notre portée, c'est la prévention. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mieux informer et former les pisteurs dans leur vie quotidienne et dans leur rapport aux primates, donc dans leur rapport aux singes. En gros, il faut éviter d'être trop en interaction avec les singes et il faut les repousser
Hein, il ne faut pas qu'ils prennent l'habitude de sympathiser avec l'homme. C'est un dilemme, puisque j'imagine que le touriste, c'est ce qu'il cherche, et le pisteur, il veut offrir au touriste. Bien entendu, quand vous avez fait des kilomètres de brousse et que vous n'avez pas vu beaucoup d'animaux, parce que c'est un écosystème ingrat qui est un peu fermé, et que vous arrivez au camp et que là, vous pouvez voir des vervets, des babouins et des phacochères, et qu'en plus, ils ont l'air assez sympathiques et qu'ils approchent, et qu'en plus, vous avez été baigné par Pumba, le sympathique phacochère, vous ne le voyez pas comme un animal qui se balade avec plein de maladies et qui pourrait vous en transmettre. Hein. Vous voyez un gentil petit singe et un gentil petit phacochère. C'est pas dans l'intérêt de tout le monde qu'on limite ça, ni des pisteurs, ni des touristes. Mais c'est quand même dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé des pisteurs, de la santé des touristes et puis de la santé mondiale, de quand même faire attention. En tout cas, qu'il y ait des panneaux d'information, que quand un touriste arrive, ils comprennent les risques, parce que former les pisteurs, les rangers et leurs familles, c'est une chose. Informer les touristes des gestes barrières, hein, on a les fameux gestes barrières, en tout cas de bien garder ses distances. D'autant plus qu'il faut savoir, et ça les touristes l'ignorent souvent, que lorsque vous arrivez en interaction avec un singe, des primates, et que vous lui donnez à manger, chez beaucoup d'espèces, ça veut dire qu'en fait vous êtes son inférieur. Ça veut dire que si vous lui donnez, c'est lui qui vous domine. Et ça veut dire que la fois d'après, si vous lui donnez pas, il vient et il vous gifle, il vous agresse pour dire oh, tu dois me donner, c'est moi le boss ici. Et donc, il faut juste rappeler régulièrement aussi aux primates que c'est pas eux le boss. C'est que non, ils doivent rester à distance, que les humains c'est dangereux et qu'ils ne peuvent pas rentrer en interaction trop facilement. Donc ça c'est la première chose qu'on puisse faire. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment faire une veille, hein, donc une surveillance sanitaire des pisteurs. Les touristes, ils font passer. Mais en tout cas, des pisteurs et de leurs familles pour être sûr que eux ne sont pas en train de développer des maladies. Les chercheurs ont mis le doigt sur un risque important et on ne peut qu'espérer que leur travail sera entendu par les autorités sanitaires compétentes. En attendant que des décisions soient prises, leurs recherches ne s'arrêtent pas. Les écologues aimeraient comprendre pourquoi certains secteurs du parc regorgent particulièrement de ces terriers. Ils aimeraient pouvoir dresser une carte de leur présence, pourquoi pas grâce aux images aériennes prises par des drones, images traitées ensuite à l'aide d'algorithmes de détection. Des travaux dont les résultats permettraient, nous l'avons compris aujourd'hui, de mieux gérer les risques d'émergence de nouvelles pandémies.